Madame, Monsieur, bonjour. Toutes nos excuses pour le démarrage accusé pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition. Voici les titres. Célébration ce 9 juin de la Journée internationale des archives. Les archives sont le produit documentaire de l'activité humaine et témoin des événements passés. L'intelligence artificielle, un outil au service de l'archivage, on en parle. Avec donc l'avènement du numérique, on assiste à une nouvelle forme d'archivage. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans un monde qui se numérise à grande vitesse? Un spécialiste nous éclaire. Le réseau routier joue un rôle important dans une économie. C'est un vecteur de développement. L'enjeu d'un réseau routier béninois performant dans ce journal. Sans les archives, les entreprises, la société civile et l'État ne seraient-ils pas paralysés? Eh bien, tout porte à croire que oui, et c'est la raison pour laquelle le monde entier célèbre ce 9 juin la Journée mondiale des archives. Face à l'évolution du numérique et l'intelligence artificielle, la pratique archivistique connaît un point tournant, obligeant les professionnels à archiver désormais la data. Rodrigue Babagüeto s'est intéressé au sujet. Pour classer et conserver les documents hors d'usage pour une consultation éventuelle, ce classement était l'unique option des archivistes. Aujourd'hui, l'usage de cette option se fait de plus en plus minime. Pour cet archiviste, le numérique et surtout l'apparition de l'intelligence artificielle ont révolutionné la pratique de l'archivage. L'intelligence artificielle intervient dans le domaine des archives. En quel sens? Il existe aujourd'hui divers logiciels qui permettent à l'archiviste d'appréhender, d'auditer, de classer et de verser ces informations, ces données produites par l'entreprise dans un système d'archivage électronique. Je dis, nous sommes à l'ère de l'archivisme 3.0. L'archiviste 1.0, c'est celui qui gère les documents papier classiques. L'archiviste 2.0, c'est celui qui s'occupe de la gère tout simplement. Et l'archiviste 3.0, c'est celui qui s'occupera maintenant de la question des big data. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est du big data, il s'agit. Les volumes d'informations et la nature des documents numériques font que les documents ne peuvent plus être manipulés physiquement. Le Bénin œuvre depuis peu pour rendre son administration intelligente. De nombreux actes sont mis sur le site du gouvernement et de nombreux services sont disponibles pour faciliter à la population l'obtention des documents administratifs. Si le digital prend le pas, l'archiviste ne disparaît pas pour autant. En ce qui concerne les services, par exemple, dans la conception du logiciel, par exemple, cela nécessite essentiellement 3 acteurs. Il y a d'abord l'archiviste, il y a l'informaticien, il y a le service juridique. L'archiviste intervient en quel sens? Lui, il s'occupe de la conception du plan de classement, du tableau de gestion, c'est-à-dire du système d'archivage électronique en fait. Nous, archivistes, en tout le monde se dit, on espère vivement qu'on n'assistera pas plus tard, comme tel est le cas aujourd'hui, où on parle du vrac de documents, qu'on n'assistera pas au vrac numérique. Récemment a été lancé le Data Center, le centre de conservation des données numériques. Une révolution qui nécessite tout de même que les sachants du domaine soient formés convenablement afin de relever les nouveaux défis d'archivage. Que ce soit au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, la formation en fait, dans le domaine des archives est un peu dépassée. Elle est encore classique. Pour outiller l'archiviste béninois, je prends le cas, à faire face au Data Center, il va falloir déjà que l'école formatrice des archivistes prévoit son système d'enseignement, des programmes de formation, pour orienter les cours vers le numérique. Ceci, l'Estonie l'a compris et les serveurs savent tout des citoyens et conservent les archives du pays, faisant économiser ainsi chaque année 2% de la richesse du pays. Les archives sont d'importantes institutions du patrimoine culturel et elles jouent également un rôle essentiel pour garantir la responsabilité et la transparence. Archiver des données en ligne est donc une nouvelle dimension de l'archivage. Elle exige la maîtrise des nouvelles technologies dans la pratique de la profession d'archiviste. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans l'archivage numérique? Bernus Amoussouga, archiviste documentaire, nous en parle. D'abord, un archiviste, c'est celui-là
qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rende accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Venons-en à ce sujet sur le réseau routier. Depuis les indépendances, les investissements en matière d'infrastructures ont été importants, notamment pour la construction des routes. Aujourd'hui encore, c'est un secteur en vue avec les nombreux projets d'extension du réseau routier. Quel est l'enjeu d'un réseau routier performant? En quoi est-il au service de l'économie nationale? Élément de réponse avec Ulvaeus Balogun. C'est le principal moyen de transport routier des personnes et des biens dans la plupart des pays du monde. Le réseau routier, devenu un enjeu incontournable, est un ensemble de routes interconnectées au sein d'un territoire visant l'intégration et l'unification. Il joue un rôle important dans une économie par son action de mise en connexion de toutes les zones de production à celles de consommation. Considéré comme une épine dorsale et un des secteurs moteurs de démarrage du processus de la croissance, le réseau routier au Bénin reste à ce jour un héritage de la colonisation. La cession à l'indépendance en 1960 n'aura pas impacté ce legs colonial. Au contraire, l'édification des infrastructures routières s'est calquée sur ce modèle. Or, le processus de développement économique d'un pays nécessite l'établissement d'un réseau routier adéquat. D'autant que l'insuffisance et la non-connexion des routes constituent un des éléments principaux qui entravent le développement des pays à économie dominée. Si les infrastructures de transport sont susceptibles de produire des effets positifs sur la croissance économique, il aura fallu 60 ans pour voir Cotonou, Abomey-Calavi, Boïcon et autres villes du Bénin mises en lumière grâce aux travaux d'asphaltage engagés depuis 2016. Un développement infrastructurel qui met ainsi le Bénin sur l'orbite de la croissance socio-économique. En toile de mire, la route, élément important dans le processus de développement socio-économique d'une nation. Hors de nos frontières, l'Égypte amorce le programme de conversion de plus de 2200 bus de transport public au gaz naturel. Grâce au boom gazier qu'elle connaît depuis la dernière décennie, elle a décidé de s'appuyer sur ce combustible pour réduire ses importations de produits pétroliers. Un programme dénommé Autogaz a été lancé pour faire fonctionner le parc automobile du pays au gaz naturel. La convention a déjà été signée et les villes du Caire et d'Alexandrie sont les premières concernées. Allons à présent à la rencontre de Patéo. Il est l'un des couturiers les plus célèbres d'Afrique. De nombreux chefs d'État comme Nelson Mandela ont porté ces fameuses chemises bariolées. L'artiste est toujours autant inspiré. Il vit et travaille à Abidjan. Nicolas Germain de France 24.
Au départ, Pateo avait cherché à travailler dans les plantations de cacao, mais on lui a dit qu'il était trop frêle. Alors il s'est improvisé tailleur à Abidjan. Il n'a jamais regretté ce choix, car depuis la fin des années 90, il est l'un des couturiers les plus célèbres d'Afrique. La gloire est arrivée grâce à un certain Nelson Mandela, qui a commencé à porter ses chemises. Le président Mandela porte Pateo à Paris. Les journalistes ont posé des questions, c'est la première fois qu'on voyait un président porter des chemises bariolées comme ça. Parce qu'à l'époque, il fallait s'habiller comme un blanc, il faut être sobre. Il a dit, c'est fait à Abidjan. Il ne connaissait pas bien mon nom. Il a dit, Pateo, quelque chose comme ça. Et maintenant, tout le monde a les prix ici, Pateo habille Mandela. Notre troisième édition, là, les gens ont pillé la boutique. Aujourd'hui, de nombreux présidents et célébrités du continent portent ses créations. Pateo possède des boutiques dans une dizaine de pays d'Afrique. Il emploie une 60aine de personnes, comme ses teinturières dans le quartier de Trècheville à Abidjan. Je suis content quand je vois les grands hommes porter mon travail. Je suis content grâce à Pateo. Il y a quelques jours, une grande fête était organisée pour célébrer les 50 ans de sa carrière. Je suis heureux parce que c'est mon boulot, c'est pas autre chose. Je suis heureux d'avoir accompli un travail, c'est tout. Voilà. À 70 ans, Pateo vient d'inaugurer une fondation. Son rêve est que beaucoup plus de jeunes créateurs africains rencontrent le succès. À la suite de ce reportage, Madame, Monsieur, voici un bref aperçu du reste de l'actualité internationale. C'est avec Rodrigue Babagweto. Du 8 juin au vendredi 11 juin, la Côte d'Ivoire accueille le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Le prix de la sève blanche, secoué par la crise sanitaire mondiale depuis début 2020, sera inscrit à l'agenda de ce grand forum qui réunit les experts du monde entier sur l'avenir du caoutchouc dans les pays producteurs et consommateurs. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel depuis les années 90. En 2020, le pays est passé de la 6e place au rang de 4e producteur mondial. Cependant, il est encore très loin derrière les pays comme la Thaïlande et l'Indonésie. Sur le plan économique, le caoutchouc naturel est le 3e produit agricole d'exportation de la Côte d'Ivoire en volume, après le cacao et l'anacarde. La bourse américaine a débuté la semaine sur une note hésitante lundi, alors que les investisseurs peinent à digérer la perspective d'une taxe mondiale minimale de 15% sur les bénéfices des multinationales, notamment les GAFA. L'inflation et la crainte d'une politique monétaire moins accommodante d'ici à la fin de l'année continuent aussi d'inquiéter les marchés. Les opérateurs prendront notamment connaissance cette semaine des chiffres de l'inflation en mai aux États-Unis, après une forte hausse de 4,2% en avril sur un an. Les rachats des sociétés technologiques de l'information ne connaissent pas la crise. En effet, l'ensemble des transactions fusion-acquisition de l'industrie technologique mondiale a pesé 243,37 milliards de dollars au dernier trimestre de 2020. Le rapport, publié par la société d'analyse de données et de conseil londonienne Global Data, montre une augmentation de 12,5% par rapport au trimestre précédent. Dans la répartition entre les différentes régions du monde, l'Amérique du Nord est en tête avec un total des transactions annoncées au cours de la période s'élevant à 121,92 milliards de dollars. C'est la fin de ce journal, disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Excellent après-midi à chacun et à tous.